Dans l'actualité ce jeudi, l'entretien entre le chef de l'État et le secrétaire général de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, Oulin Zhao est présent à Abidjan dans le cadre de l'édition 2015 du Forum international sur la normalisation et l'innovation en matière de technologies de l'information et de la communication. Le gouvernement ivoirien a décidé d'ajuster le prix de l'électricité depuis hier 1er juillet. Au cours d'une conférence de presse ce jeudi, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tongara, a donné des précisions sur cette augmentation. Les abonnés sociaux, qui représentent 40% des clients, ne sont pas touchés par cette mesure. La période de l'opération de révision de la liste électorale a été prorogée de 12 jours à compter d'hier. L'information a été officiellement portée aujourd'hui aux représentants de partis politiques par le président de la CEI, Youssouf Bakayoko. Il a ensuite fait le point des personnes recensées à ce jour. Et puis, à l'étranger, l'actualité sanitaire au Libéria. Les autorités libériennes ont déclaré hier qu'au moins 2 nouveaux malades d'Ebola ont été identifiés. La population est appelée à appliquer de nouveau les mesures d'hygiène en vigueur au plus fort de l'épidémie. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous, bienvenue. Au sommaire également, ce soir, le dossier du jeudi. Coup de projecteur ce soir sur l'opération de déguerpissement des populations. Opération accentuée ces dernières semaines en raison des risques liés aux récentes pluies diluviennes. Comment se déroule cette opération? Toutes les précisions à suivre dans le dossier de ce jeudi. Ce sera dans un peu plus d'un quart d'heure. Tout d'abord, cet entretien entre le chef de l'État et le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications UIT, Oulin Zhao, est présent à Abidjan dans le cadre de l'édition 2015 du Forum international sur la normalisation et l'innovation en matière des technologies de l'information et de la communication qui se tient ici à Abidjan. Viviane Aïmen. Personnalité de premier plan du Forum international sur la normalisation et l'innovation en matière des technologies de l'information et de la communication, dont l'édition 2015 se tient à Abidjan, le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, Oulin Zhao, a été reçu au palais présidentiel au cours de la matinée ce jeudi par le président de la République, Alassane Ouattara. Le secrétaire général de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, a adressé ses félicitations au président de la République pour l'environnement favorable au développement des TIC qu'offre la Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs sollicité le soutien du chef de l'État ivoirien à l'initiative lancée par l'Union internationale des télécommunications pour que les TIC soient pris en compte dans les objectifs du millénaire définis par l'ONU. Le soutien du chef de l'État, chef de gouvernement dans le monde entier, c'est très très important pour nous aussi. Donc, j'ai demandé est-ce que notre président peut nous soutenir. Le président dit sûr. C'est très important. Donc, il comprend le défi, il comprend la situation. Donc, il a dit oui, il faut travailler ensemble pour soutenir cette business continue. Oulin Zhao, qui est à sa deuxième visite en Côte d'Ivoire après une première visite effectuée en 2007, s'est réjoui du climat de paix existant. Je suis optimiste pour la réussite de la Côte d'Ivoire, a-t-il conclu. Ce jeudi à l'Hôtel Ivoire donc, le ministre ivoirien de la Poste et des TIC, Bruno Nabagné-Koné, accompagné du secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications UIT que vous venez de voir et du président du conseil de la RTCI ont pris part à l'ouverture de ce forum international sur la normalisation et l'innovation en matière des technologies de l'information et de la communication. Il porte sur le thème la dématérialisation au service du développement économique de la Côte d'Ivoire. Le ministre des Postes a dressé le bilan de l'expansion des TIC en Côte d'Ivoire et a abordé les mesures gouvernementales visant à rendre plus accessible le secteur aux populations et surtout aux investisseurs. Gabriel Zani. 7 millions d'abonnés à la 3G à ce jour, contre près de 3 000 en 2013. Il est clair que l'Ivoirien développe un intérêt pour l'accès à Internet haut débit. Mais il n'y a pas que cela, le nombre des utilisateurs de solutions e-monnaie ne cesse de grimper. 8 milliards de francs CFA, c'est le montant des transactions financières effectuées par jour. Le tournant des télécommunications est donc pris à grande vitesse en Côte d'Ivoire, mais il faut encore
sensibiliser. Beaucoup de sensibilisation, surtout dans nos écoles et universités, pour que tout le monde puisse accéder aux NTIC sans crainte. L'édition 2015 du Forum international sur la normalisation et l'innovation en matière de technologie de l'information et de la communication, ouverte ce jeudi à Abidjan, vise le développement de services innovants. Le gouvernement lance le Smart Côte d'Ivoire Days. Ce programme vise essentiellement la mise aux normes des meilleures pratiques de notre cadre législatif et réglementaire, de façon à donner confiance à l'ensemble des acteurs de notre cyberespace. L'ambition de notre pays en cette matière, quoique réaliste, est et demeure forte, parce que justement nous croyons au pouvoir de transformation des TIC. Pour une connectivité et une dématérialisation des informations de mieux en mieux assurée, le gouvernement a consenti de gros efforts selon le ministre de la Poste et des TIC. Les baisses en question, c'est de 32% à 6% en ce qui concerne par exemple les terminaux téléphoniques, et c'est de 27% à 6% en ce qui concerne les terminaux informatiques, donc PC, tablettes et smartphones. C'est des efforts qui vont permettre à notre secteur d'être encore plus dynamique et surtout vont permettre à nos populations d'accéder beaucoup plus facilement qu'avant aux terminaux, donc aux TIC. Ce forum est le point d'orgue des festivités consacrant les 150 ans de l'Union internationale des télécommunications, UIT, dont la Côte d'Ivoire fait partie. Oulin Zao, le secrétaire général de l'Union, a dans son allocution appelé tous les pays africains à réduire la fracture numérique. Deuxième titre de ce 20h, le gouvernement ivoirien a décidé d'ajuster le prix de l'électricité depuis hier, 1er juillet. Au cours d'une conférence de presse ce jeudi, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tongara, a donné des précisions sur cette augmentation. Il faut préciser que les abonnés sociaux qui représentent 40% des clients ne sont pas touchés par cette mesure. L'éclairage d'Adama Kone. Produit à 76 francs CFA le kilowattheure, l'électricité est vendue en moyenne à 65 francs CFA. C'est net, le secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire vend son produit en dessous du coût de revient. Conséquence, le secteur enregistre un déficit annuel de 63 milliards de francs CFA, subventionné par l'État. Pour le gouvernement donc, un ajustement tarifaire s'impose. Les nouvelles factures seront majorées par type d'abonné. Un ajustement à visage social. Conformément donc à la politique du chef de l'État visant à protéger les couches sociales à faible revenu, les 522 410 abonnés au tarif social, représentant environ 40% du nombre total, ne sont pas touchés par cette mesure d'ajustement tarifaire. Les 397 999 petits consommateurs abonnés basse tension domestique et professionnels monophasés, soit environ 30% des abonnés, connaîtront un ajustement de tarif de l'ordre de 6%, soit un impact sur leur facture de l'ordre de 500 à 600 francs CFA par mois. Les 400 327 gros consommateurs, comprenant les abonnés professionnels basse tension et des abonnés basse tension domestique, connaîtront un ajustement de l'ordre de 10%, soit un impact compris entre 1 500 francs CFA et 15 000 francs CFA par mois. Les 4 042 abonnés industriels connaîtront un ajustement de 10% en 2015. Selon le ministre Tongara, ce sont donc 70% des consommateurs qui seront faiblement impactés par la mesure d'ajustement tarifaire. Il a également éclairé sur le programme d'investissement de l'État qui prévoit la construction de 10 barrages hydroélectriques dans les années à venir, ce qui allégerait la facture des ménages. La tendance, c'est d'améliorer le mix énergétique pour que, évidemment, le coût baisse et pour que nous aussi, on puisse répercuter cette baisse-là au niveau de nos concitoyens. Tout en appelant les consommateurs au bon réflexe d'économie d'énergie, le conférencier a souligné que les coupures d'électricité ne sont pas le fait d'un rationnement ou d'un délestage,
mais plutôt le fait de plusieurs facteurs dont le vol, les intempéries et la fraude. Le directeur de cabinet du Premier ministre, Awam Doli, l'ambassadeur de France, son Excellence Georges Serre, était face à la presse nationale et internationale. Il s'agissait pour ces deux personnalités de faire le bilan de 3 rapports d'exécution de C2D. Ainsi, au plan technique, la quasi-totalité des profils ont été lancés, 75% des fonds ont été décaissés et les organes de gouvernance fonctionnent. Le point avec Noël Niagno. C2D. Entendez, contrat de désendettement et de développement. Une histoire qui prend sa source dans l'obtention de l'initiative dite PPTE, pays pauvres très endettés. Après l'atteinte de cet objectif, la France, qui avait les 2/3 de cette dette, soit 2500 milliards, a jugé bon d'annuler 600 milliards de francs CFA. Le reste, soit 1900 milliards, a été mis en place un mécanisme qu'on appelle CDD. Et ce mécanisme consiste à continuer à payer les échéances de la dette. Et la France, en retour, nous ramène cette dette sous forme de subvention. Comment a fonctionné ce CDD depuis sa signature en 2011? Quels sont les projets qui ont été réalisés? Leur coût, leur impact? Ces questions et bien d'autres ont meublé la rencontre du directeur de cabinet du Premier ministre, de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, avec les journalistes de la presse nationale et internationale. 2 heures d'horloge pour visiter tout le processus de mise en œuvre du CDD. Au commencement, le ciblage des projets à financer. La partie française, la partie ivoirienne, nous choisissons ensemble les projets qui doivent être financés. On demande, pour être plus concret, chaque ministère de nous faire des propositions de financement. Chaque ministère fait, des propositions ont été faites et le gouvernement a choisi. Et le Conseil des ministres a choisi les projets qui doivent être financés. Sur cette base, la quasi-totalité des projets ont été lancés sur l'ensemble du territoire national. Des réalisations livrées. Le bilan financier indique sur plus de 400 milliards, 340 milliards ont été remboursés par l'État de Côte d'Ivoire, soit 82%. Le montant décaissé et injecté dans l'économie ivoirienne s'élève à 253 milliards, soit 75%. Voilà qui explique les satisfactions de la partie française. Tous les paris que nous avons faits, par exemple mobiliser des ONG pour faire des centres de santé, en utilisant la ressource locale, ça marche. Donc ça, c'est très structurant en matière de développement. Ça implique aussi les usagers. Pareil en matière de construction de classes, pas de collège cette fois-ci, mais de classes, eh bien on voit que des ONG peuvent très bien être mobilisées pour lancer la construction de classes, les superviser et avoir du bon résultat. Les échanges avec la presse ont permis de lever des équivoques, expliquer davantage certains résultats afin que les hommes des médias puissent faire écho des acquis de ce premier CDD et permettre aux opinions françaises et ivoiriennes de se faire une saine appréciation de cette démarche singulière sur la route du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. La période de l'opération de révision de la liste électorale a été prorogée de 12 jours à compter d'hier. L'information a été officiellement portée aujourd'hui aux représentants de partis politiques par le président de la CEI, Youssouf Bakayoko. Il a ensuite fait le point des personnes recensées à ce jour avant d'inviter les retardataires à se rendre dans les centres d'enrôlement. Hamza Diaby. 563 146 Ivoiriens réinscrits sur la liste électorale et 185 183 nouveaux majeurs recensés depuis le 1er juin dernier. Ces chiffres ont été donnés ce jeudi par la Commission électorale indépendante à l'occasion d'une rencontre avec les représentants des partis politiques. La fin de l'opération est repoussée au 12 juillet. Le président de la CEI exhorte alors les Ivoiriens à se faire enrôler. Il s'agit uniquement de vous lancer encore un appel, vous demander de faire en sorte que les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, participent à ce processus, se fassent enregistrer. Le 12 juillet, nous arrêterons et vous comprendrez que nous ne pourrons pas aller au-delà. Parce que nous avons un chronogramme que nous devons respecter et nous devons, nous, Commission électorale indépendante et vous, nous apprêter après pour les autres phases inscrites
Et pour que nous y arrivons, il faut que la liste électorale soit d'abord dressée. Pour tirer le plus grand profit de cette prolongation, la CEI a prévu quelques mesures d'accompagnement et de diligence en matière de communication. Nous allons renforcer les insertions d'annonces et de communiqués dans la presse écrite à grand tirage. Nous allons renforcer les émissions télé et radio au niveau des commissaires centraux et des membres de l'équipe projet. Nous allons rediffuser et publier dans la presse à grand tirage le répertoire ajusté des centres de recensement en prenant en compte quelques délocalisations. Nous allons bien sûr renforcer les campagnes de sensibilisation. À partir du 12 juillet prochain, la Commission établira la liste électorale provisoire, puis suivra la liste définitive. En attendant, Gervais Koulibaly ajoute qu'un numéro vert sera mis en service pour qui voudra avoir des informations complémentaires et l'ONI, l'Office national d'identification, entend accélérer le processus de délivrance des cartes nationales d'identité. Pour finir, la CEI insiste, aucune autre prolongation n'est à l'ordre du jour. La réaction des partis politiques ne s'est pas fait attendre. Suite à cette prorogation du délai de la révision de la liste électorale, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire s'est notamment prononcé. Je vous propose d'écouter Maurice Kakogi Kawe, secrétaire exécutif du PDCI RDA. La direction du PDCI RDA salue la prorogation du délai de la révision de la liste électorale fixée au dimanche 12 juillet 2015. Se réjouit de la disponibilité des juges à accélérer la délivrance des certificats de nationalité et de l'Office national d'identification à faciliter la distribution des cartes nationales d'identité. Demande à la CEI le redéploiement des équipes sur le terrain afin de les rendre plus accessibles aux populations pendant cette période de prolongation de l'opération. Exhorte les membres du secrétariat exécutif, les délégués départementaux et communaux, les élus, les membres des instances et des structures spécialisées du parti, tout à fait cessantes, à investir le terrain pour la réussite de cette opération. Enfin, invite les militants, militantes, sympathisants et sympathisants du parti en général et les nouveaux majeurs en particulier à saisir cette ultime occasion de prolongation du délai de la révision de la liste électorale pour se faire effectivement enrôler afin de participer le moment venu au choix des dirigeants de la Côte d'Ivoire. À 5 mois de la conférence sur le climat qui se tiendra à Paris, la COP21, les collectivités locales se mobilisent pour apporter des propositions. Donc après le sommet de Yamoussoukro sur le changement climatique et les villes, les collectivités territoriales du monde entier partagent leur vision du futur sur le changement climatique. Les travaux ont été ouverts ce mercredi. Envoyé spécial à Lyon en France, Mamadou Kouassi. Plus de 1000 morts récemment au Pakistan du fait de la canicule. 40 degrés dans certaines régions de France. Pendant ce temps, certaines capitales africaines sont sous les eaux du fait des pluies diluviennes. Autant de dérèglements climatiques qui inquiètent le monde entier. Il faut donc trouver des solutions durables avant le rendez-vous de Paris en décembre prochain. Européens et Africains se donnent déjà des idées, car pour eux, il faut confier ses responsabilités au territoire. On agit fortement pour le climat, notamment au travers des territoires à énergie positive, qui sont des démarches territoriales pour associer les habitants et les acteurs économiques sur un territoire et s'inscrire dans une trajectoire neutre carbone à 2050, c'est-à-dire aller beaucoup plus vite que ce que proposent aujourd'hui les négociations internationales. À ce sommet mondial sur le climat et les territoires, les autres parties du monde aussi victimes de ce changement climatique veulent donner de la voix et proposer leurs solutions. Nous avons mis en place au Québec un marché du carbone avec la Californie, qui est le plus grand marché du carbone en Amérique du Nord, auquel va se joindre l'Ontario à compter des 12 à 18 prochains mois. La façon d'agir concrètement pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre passe nécessairement par l'action des États fédérés. C'est très important. Je suis membre du CLI et ce qu'on veut, c'est que les pays riches mettent les fondements en place
pour que les pays qui n'ont pas fait le problème ont les moyens de se protéger contre le changement qui aura lieu. Donc c'est important que les fondements soient là et qu'on transfère la technologie pour que les gens de l'Afrique peuvent faire autant qu'ils peuvent pour protéger leur environnement. Plusieurs thématiques seront abordées par les 80 pays participants à ce sommet mondial sur le climat et les territoires. Des thématiques qui porteront notamment sur jeunesse et climat, la parole responsable de demain et la planification territoriale, avec à la clé une intervention du président français François Hollande. Chaque année, à Abidjan, le constat est le même. Chaque fois qu'il y a une saison de pluie, l'on enregistre plusieurs dégâts matériels et de nombreux morts dans des quartiers précaires qui sont pour la plupart situés dans des bassins d'orage, malgré les campagnes de sensibilisation des populations à quitter ces zones dangereuses et les opérations de démolition des habitats précaires. Les populations concernées avancent toujours l'argument du manque de moyens. Quelle solution aujourd'hui pour résoudre définitivement le problème d'habitat précaire à Abidjan? Les éléments de réponse dans ce dossier du jeudi, un sujet d'Herman Niamien. Le district d'Abidjan, la Perle des Lagunes avec ses 5 millions d'habitants, une belle cité en apparence, mais qui cache de nombreux bidonvilles. Et quand c'est la saison des pluies, la psychose s'installe dans ces quartiers précaires. Éboulement de terrain, maisons sous l'eau, immeubles détruits et des morts. C'est le bilan enregistré tous les ans après la pluie. Pour éviter ces glissements de terrain qui occasionnent des décès, le gouvernement a initié il y a quelques années l'opération d'aide au départ volontaire en remettant la somme de 150 000 francs CFA à de nombreuses familles. Cette opération n'a pas produit le résultat escompté. Plusieurs personnes ayant bénéficié de cette aide n'ont pas bougé de leur logis. Quand on a dit de quitter, bon, le gars a payé son terrain. Tu fais comment? Il a déjà payé son terrain. Il dit c'est ça, c'est sa vie qui est là. Les zones à risque à Abidjan sont toujours habitées. Pour ne pas rester passif face à ces drames, le gouvernement a entrepris une vaste opération de démolition des quartiers dits à risque il y a quelques mois. Une opération d'envergure qui n'a pas vraiment inquiété les déguerpis puisque certains sont revenus se reloger sous des abris de fortune. Explication donnée, les 150 000 francs CFA sont insuffisants. Pour avoir maison dans un quartier propre, 10 000 ne peut pas. Il faut 50 000 ou 30 000. Mais quand on te demande de payer 10 mois de caution, que ce n'est pas possible. 150 000 francs ne pourrait pas. C'est pour prendre 150 000, aller encore dans un autre quartier précaire. Ils ont partagé comme 100 000, 100 000, 150 000. Mais ils vont partir 150 000 où? Aujourd'hui, caution de maison, on te demande 200 000, 150 000. C'est trop facile de s'en prendre un peu à la pauvreté. Avons-nous le droit de rester là en silence sous prétexte que ces personnes-là sont pauvres et que nous devons leur permettre de continuer à habiter dans ces tombes, dans ces tombeaux? En effet, depuis 2012, le gouvernement a initié une nouvelle politique du logement qui permettra à chaque Ivoirien d'avoir une maison à moindre coût, à savoir les logements sociaux, économiques et aujourd'hui les lotissements à équipement modéré LEM. Au départ, quand le chef de l'État a parlé de logements sociaux, nous on a trouvé que c'était pour ceux qui n'avons pas les moyens. Mais à la souscription, nous on a découvert que ce n'était pas pour nous, c'était pour ceux qui ont déjà de l'argent. Le montant ne cause pas de problème, mais c'est la condition comment il va procéder au paiement. Sur les plus de 60 000 demandeurs de logement, nous avons noté que très peu sont éligibles aux conditions des banquiers. Et il faut que ce grand nombre-là, quand même, soit pris en compte par un gouvernement qui se veut responsable. En lançant le programme pilote des LEM, objectivement, notre cible principale, ce sont ces personnes qui sont dans les quartiers dits précaires. Aujourd'hui, il y a 4 sites pilotes qui sont disponibles. Il y a beaucoup de familles qui peuvent être donc reçues sur ces sites pilotes. Il faut approcher le CEFAL, qui est le Centre de facilitation des formalités d'accès au logement, pour aller vous faire connaître, vous enregistrer. Cette année encore, la saison des pluies a eu aussi son lot de dégâts matériels et humains. Dans le mois de juin, on a enregistré 6 morts dans le district d'Abidjan. Malgré cette situation déplorable, les populations rechignent à quitter les zones à risque. Pour une meilleure sensibilisation sur les dangers qui les menacent, une rencontre tripartite a été initiée.
Cette rencontre a réuni le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, des responsables de mairie et les populations concernées. La responsabilité première du maire, c'est la quête permanente du bonheur de ses citoyens. Et pour pouvoir parler de bonheur, il faut être en vie. Donc la chose la plus précieuse, c'est la vie. Et tout ce qui peut contrecarrer cette vie-là ou la mettre en péril, il convient que nous prenions des dispositions pour éviter cela. En attendant qu'une solution soit trouvée au problème des zones à risque, il y a aussi le cas des zones dites sécurisées qui sont sous les eaux et menacées de glissement de terrain pendant la saison des pluies. L'exemple ici à Koprim Zénith 2 et Sikoji Réconciliation à Niangon Nord dans la commune de Yopougon. À tout moment, ces belles villas peuvent disparaître sous la boue. Les riverains sont désespérés. On a mis toute une vie à construire ça. Ils sont retraités, il y a d'autres qui ne travaillent plus, il y a des veuves. Mais elles vont partir où? Toujours à Yopougon, l'eau fait des sinistrés. En zone industrielle, ces hommes et ces femmes ont dû abandonner leurs maisons. Les cas de sinistres sont nombreux dans le district d'Abidjan. Même les beaux quartiers ne sont pas épargnés. L'absence d'assainissement mise en cause. Il y a des canaux qu'ils ont dégaspillés, ils n'ont pas construit. Actuellement, il pleut. Nous sommes au temps de la saison pluvieuse et quand il pleut, l'eau rentre pratiquement chez d'autres personnes. La douloureuse saison des pluies, le gouvernement mène des actions en faveur des populations sinistrées. Des canalisations sont refaites et les lotissements et équipements modérés attendent aussi souscripteurs très démunis. Toutes choses qui permettront d'éviter des drames lors des saisons pluvieuses. Justement, le gouvernement ivoirien, conscient de ces réalités dans ces quartiers précaires, propose effectivement des loyers à équipement modéré des LEM, une solution adaptée aux besoins de ces populations. C'était un sujet, le dossier du jeudi, proposé par le service Société de la rédaction. À l'étranger, l'actualité sanitaire au Libéria, alors que le virus Ebola avait été annoncé comme éradiqué du pays début mai par l'OMS, il ne s'agissait en fait que d'un répit. Les autorités libériennes ont déclaré hier qu'au moins 2 nouveaux malades d'Ebola ont été identifiés. La population est appelée à appliquer de nouveau les mesures d'hygiène en vigueur au plus fort de l'épidémie. Thomas Guessambi. Le Libéria se croyait jusqu'à cette semaine débarrassé du virus, comme l'avait certifié le 9 mai dernier l'Organisation mondiale de la santé. 42 jours, soit 2 fois la durée maximale d'incubation, après l'enterrement de la dernière victime le 28 mars. Mais ce mardi, les autorités ont annoncé la mort dans un village proche de l'aéroport international Roberts, au sud-est de Monrovia, d'un adolescent victime d'Ebola, tombé malade le 21 juin, d'après le rapport hebdomadaire publié par l'OMS. Selon le vice-ministre de la Santé Tolbert Niasia, ce Libérien de 17 ans est décédé le 28 juin et l'échantillon prélevé sur son corps a été confirmé positif au virus le lendemain. Lorsqu'il a commencé à être malade, il n'a jamais donné de signe qu'il était atteint d'Ebola. Moi, j'étais là, il n'a jamais vomi, il n'est jamais allé aux toilettes, rien. Il n'avait que de la fièvre. Nous voulons dire au gouvernement que c'est frustrant et qu'on ne comprend pas, vu qu'on vient de nous annoncer que nous étions libérés d'Ebola. Et nous ne comprenons pas quel mécanisme a mis en place le gouvernement pour qu'au final, Ebola revienne au Libéria. Donc nous voulons presser le gouvernement à agir sérieusement sur cela. Au total, 102 personnes ont été identifiées comme ayant eu des contacts avec l'adolescent. Les enquêtes épidémiologiques se poursuivent sur l'origine de ce nouveau cas pour déterminer s'il provient d'une contamination d'un des 2 pays voisins encore touchés par Ebola, la Guinée et la Sierra Leone, ou d'un foyer non identifié au Libéria. Mais en attendant, les seaux d'eau chlorée font leur apparition et le contact humain commence à se limiter au coude pour éviter les poignées de main. On termine ce journal avec la situation en Grèce. Alors qu'Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, a confirmé le référendum de dimanche, un premier sondage publié aujourd'hui donne le oui vainqueur avec 47,1% des voix contre 43,2% pour le non. Le précédent, réalisé entre le 28 et le 30 juin, donnait avantage au non. Les indécis restent encore nombreux, entre 8 et 17%. Une dernière étude a pourtant montré l'attachement grec à la monnaie européenne. 3/4 de la population veulent la conserver quoi qu'il arrive. Sylvie Touré. Oui ou non aux nouvelles mesures d'austérité? La question sera soumise à référendum, une question qui occupe les esprits dans les rues d'Athènes.
La situation est très difficile. Les nouvelles mesures d'austérité vont mettre l'économie grecque à genoux. D'un autre côté, la sortie du pays de l'eurozone est quelque chose que je ne vois pas comme étant positif parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Dans un message télé, le Premier ministre Alexis Tsipras a appelé à voter non, au nom de l'unité nationale. Le non n'est pas simplement un slogan. Le non est une étape décisive pour un meilleur accord que nous espérons signer directement après les résultats de dimanche. C'est un choix de vie clair pour le peuple. Le Premier ministre grec refuse de se plier aux conditions de l'Eurogroupe et du FMI. Les créanciers proposent entre autres mesures la hausse de la TVA sur les médicaments, l'électricité, l'eau, l'alimentation, la restauration et l'hôtellerie, en échange d'un troisième plan d'aide et d'une enveloppe de 30 milliards d'euros. Des mesures inacceptables selon le Premier ministre, qui les qualifie d'ailleurs de chantage, et contre toute attente, il a décidé de les soumettre à référendum. Mais beaucoup redoutent le scénario catastrophe, une sortie de l'euro. Depuis lundi, les banques sont fermées et les retraits limités à 60 €, un peu moins de 40 000 francs CFA par jour. Exceptionnellement, les retraités ont été autorisés à retirer 120 €, soit 80 000 francs CFA. J'ai travaillé pendant plus de 50 ans sur la mer et maintenant, je fais le mendiant pour 120 €. J'ai vécu l'occupation, j'ai vécu des difficultés et je crois qu'on va surmonter ce moment. Officiellement, en défaut des paiements depuis le 30 juin dernier, pour non-remboursement de 1,6 milliard d'euros au FMI, la Grèce est à la croisée des chemins. Elle joue son destin ce dimanche. Voilà qui met fin à cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À très vite. Bonsoir.